Alors Jacques Attali, vous êtes notre invité ce matin jusqu'à 9 heures dans les matins de France Culture. Vous venez justement, il n'y a aucun livre à vendre, rien de particulier. C'est justement parce qu'au contraire, notamment, on sait que en 2008, vous avez présidé la commission pour la libération de la croissance française avec un rapport notamment remis à Nicolas Sarkozy. On sait aussi que vous avez, depuis bien longtemps, vous connaissez parfaitement de l'intérieur toutes ces questions de sommet, G7 et autres G avec autres numéros, avec on a été notamment le Sherpa de François Mitterrand. On sait également que vous avez depuis longtemps écrit et prophétisé que quand même cette crise dans laquelle nous allons nous installer, s'il n'y avait pas des mesures plus énergiques que celles que l'on ne voit pas aujourd'hui, eh bien évidemment les choses iraient peut-être de mal en pire. Enfin bref, nous avons envie de connaître un peu et savoir comment le président de l'organisation Planète Finance que vous êtes observe effectivement cette actualité et puisqu'il la connaît aussi bien sûr de l'intérieur. Moi, j'ai envie de vous poser peut-être la question la plus simple qui soit au départ. Ce mot de croissance qui fait au fond référence à l'injonction biblique, presque du croisser et multiplier, est revenu au goût du jour. On dit au fond que François Hollande l'a remise en selle avec notamment la campagne électorale, qu'il a fait en sorte qu'au fond l'Europe et les dirigeants européens s'emparent également de ce sujet. Mais enfin, que veut dire ce mot de croissance dans une période aussi troublée et aussi, si j'ose dire, décroissante que cette période de crise? C'est une pensée magique. Cette période n'est pas une période de décroissance. Quand on regarde le monde dans son ensemble, le monde croît beaucoup, croît à 3, 3,5, 4% par an. Mais les autres oui, les autres hors de l'OCDE, l'ensemble des pays développés, qui eux croient de moins en moins. Et d'ailleurs, nous croissons, de moins en moins depuis les années 70. De décennie en décennie, notre taux de croissance est de plus en plus bas. Ce qui est un peu normal quand on a atteint un tel niveau de développement qu'on croit et aussi parce que le problème n'est pas seulement de croître in abstracto, c'est de produire autrement. Ceux qui sont pour la croissance zéro, c'est idiot. C'est pas la croissance qui pollue, c'est la pollution. Donc ceux qui seront pour la croissance zéro ou pour la décroissance sont en fait pour la production zéro, ce qui est absurde. En fait, il faut réorienter la production, ce qui suppose des investissements structurants très forts. En Europe, on a besoin de réseaux d'énergie, de réseaux de télécom. Nous sommes à la veille d'une catastrophe de télécom en Europe parce que nos réseaux sont pas du tout au point. Donc, on a beaucoup besoin d'infrastructures, d'énergie et de télécom en particulier. Et ça, ce seront des facteurs structurants de croissance. Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on regarde, quel que soit l'angle sur lequel on le prend, aujourd'hui, l'Europe a besoin de se mettre en commun pour penser sa croissance. L'heure est aux mouvements continentaux. L'heure, au fond, est aux villes comme Singapour ou aux continents comme les États-Unis ou la Chine. Pas l'étage intermédiaire, ça ne marche pas. Mais comment concilie-t-on cette question, cette notion de, à la fois, il faut de la rigueur, certains en parlent en disant de l'austérité, et de la croissance? Mais parce que ça n'a absolument aucun rapport. Parce que ça n'a aucun rapport. C'est parce qu'on a longtemps laissé croire que le déficit était le seul facteur de croissance. Le déficit n'a aucun rapport avec la croissance. Les facteurs de croissance, c'est la population, la disponibilité de l'épargne, le progrès technique et l'esprit d'entreprise. Alors, quand vous parliez tout à l'heure de l'injonction publique croître et multiplier, c'est un enjeu très important en Europe. Si on suit la politique allemande, en particulier la politique sociale allemande, on va avoir une décroissance de la population. Il ne faut surtout pas. Nous ne l'avons pas en France. Donc quand on parle, quand l'Allemagne dit il faut harmoniser nos politiques économiques et sociales, surtout pas harmoniser notre politique démographique avec la catastrophique politique démographique allemande. Au contraire, c'est à l'Allemagne à harmoniser sa politique et à donc dépenser plus. Donc quel que soit... Elle n'est pas partie pour. Hein. Oui, mais vous avez entendu le moi vivante. Hein, non, mais ça c'est pas du tout pareil. C'est moi vivante ou peu importe sur le financement de la dette, ce n'est pas sur la croissance. L'Allemagne a besoin d'une politique démographique. La France a besoin d'une politique d'innovation industrielle, et c'est beaucoup plus important que la dette. Sur la dette, on est tous d'accord. En Europe, l'Allemagne a une dette publique égale à celle de la France, elle sait qu'il faut la réduire. La France a une dette publique excessive, elle sait qu'il faut la réduire. Tout le monde est d'accord. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait par ailleurs et comment on le fait. Aujourd'hui, on voit bien qu'un cas, et c'est le problème du temps, si les Européens ne mettent pas ensemble leurs moyens, ils n'arriveront à rien. Ce que je crains beaucoup, et je l'ai entendu dans quelques expressions peut-être tout à l'heure, ici ou là, et puis on le voit dans les journaux ces jours-ci, c'est de dire, oh là là, l'Allemagne a de l'argent, elle ne nous le prêtera que si on accepte un fédéralisme. C'est pas du tout le sujet. L'Allemagne n'a pas d'argent, et elle ne nous impose pas le fédéralisme.
C'est à nous à le vouloir, le fédéralisme. Pourquoi le fédéralisme est essentiel? En tout cas, la souveraineté partagée ou la souveraineté solidaire, c'est tout à fait nécessaire parce que si on n'est pas ensemble, on n'a pas les moyens face au marché. Les besoins sont si grands que seuls ensemble on peut les avoir. L'Allemagne croulera sans ce partage, nous croulerons sans ce partage ou sans cette mise en commun. Nous avons 27 budgets militaires alors qu'il en faudrait qu'un seul. Nous avons 27, etc., alors qu'un seul, on le ferait beaucoup mieux. Ce saut-là, il est absolument vital pour défendre notre souveraineté. Il ne s'agit pas de laisser les Allemands décider de notre retraite, ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit de laisser les Européens, tous ensemble, vérifier que chacun fait ce qu'il a dit qu'il allait faire, c'est tout. Alors, la question, encore une fois, de la croissance, comment quand même, une fois qu'on a dit qu'on voulait plus de croissance, comment fait-on devant la réalité des chiffres? Alors, il faut... Le PIB français, de l'INSEE annonce mardi que le produit intérieur brut français devrait augmenter de 0,4% sur 2012. On n'est pas très loin d'ailleurs de ce qu'avait dit l'ancien gouvernement, 0,5%. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? C'est pas avec 0,4% qu'on doit faire grand chose, non, Jacques Attali? D'abord, on peut dépenser autrement. J'ai souvent expliqué qu'avec le même budget, sauf quand on est évidemment dans des situations sociales difficiles, ce qui est le cas d'une grande partie des Français, mais en tout cas pour l'État, les collectivités locales, les entreprises, la Radio France, on peut avec le même budget faire mieux si on pense autrement et repense la dépense. Donc repenser la dépense, c'est pour les organisations, c'est très important parce que faut pas s'installer dans les situations acquises. Il y a des changements importants à faire. Bon. Deuxièmement, la croissance, je vous l'ai dit, c'est la démographie. Il faut une politique démographique et de ce point de vue en France on n'a pas de question, c'est pas discuté, elle existe, mais c'est le seul pays européen où elle existe et nous devons exiger de nos autres partenaires européens qu'ils ne nous demandent pas. C'est le point de départ vraiment de tout, c'est la question de la démographie. Mais une question fondamentale, s'il n'y a pas de démographie, comme il n'y a pas de démocratie, non mais les deux. On parle souvent de conditionnalité démocratique, il faut aujourd'hui imposer aussi une conditionnalité démographique. Deuxièmement, l'épargne. Il y a de l'épargne en Europe, donc c'est pas le sujet. Troisièmement, le progrès technique. Et là, ça pèse et ça pêche. Il n'y a pas assez d'innovation, en particulier dans le secteur privé, et il n'y a pas assez de mise en œuvre de grands projets. Je parlais tout à l'heure de deux grands projets qui sont fondamentaux. Les grilles les réseaux d'interconnexion énergétique qui sont fondamentaux et les réseaux numériques. Nous étions en Europe en avance dans les années 90 en matière de réseaux numériques. Les États-Unis ont repris de l'avance, la Californie, c'est incroyable. Et ça, c'est le facteur de croissance de demain. Le désert digital doit être remplacé par une renaissance digitale en Europe. Ça, c'est le facteur majeur de la croissance. Et puis enfin, il faut avoir un esprit d'aventure, un esprit de mouvement. Il faut créer les conditions pour que socialement, il soit acceptable de changer de métier. Souvent, c'est ce qu'on a appelé la flexi-sécurité, que les Italiens viennent de décider, que la commission que j'ai présidée avait proposée, que le gouvernement précédent n'a pas appliqué. Il faut créer les conditions pour que changer de poste soit une aventure positive et non pas quelque chose qu'on refuse. Si les gens sont crispés dans un poste et n'acceptent pas de changer, il n'y aura jamais de croissance. On va mourir debout. On est en train de discuter de savoir s'il faut déplacer un siège dans le Titanic, alors qu'en réalité, c'est pas du tout le sujet. Il faut accepter et créer les conditions de l'acceptabilité, de la mobilité, de l'introduction du progrès technique, du changement, parce que c'est la condition de la survie. Le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, a annoncé mardi le gel de 1 milliard de dépenses, témoignant ainsi de la volonté du gouvernement de ne pas seulement compter sur des recettes de la fiscalité pour établir l'équilibre dans les finances publiques. Mais enfin, dans la commission que vous aviez présidée, Jacques Attali, vous aviez fixé l'objectif de 90 milliards d'euros d'économie. Oui. 1 milliard, c'est pas grand-chose. Mais d'abord, je regrette infiniment et je pense que vraiment la majorité précédente et le président de la République précédent porteront une responsabilité historique de ne pas avoir fait ce qu'ils devaient faire. D'autant plus que cette commission bipartisane rassemblant des gens de gauche et de droite avait proposé un plan détaillé, en effet, où nous proposions 90 milliards en 3 ans, donc 30 milliards par an d'économie. Et naturellement, c'est très simple. Quand vous avez des marches à monter, si les premières marches sont toutes petites, les autres doivent être plus grandes. Comme les gouvernements précédents n'ont absolument rien fait en matière d'économie, il faut en faire beaucoup plus aujourd'hui. Vous expliquez ça comment, cela dit, c'est quoi le manque de courage politique. La peur de l'impopularité. Exactement. Le manque de courage politique. Vous avez dit dans un tweet, puisque malgré tout ça marche un peu quand même ces nouvelles technologies, dans un tweet récent, vous avez dit il faudra que François Hollande prenne le risque provisoire d'être impopulaire. Oui. Sur ces questions-là. Je crois que la distinction entre un homme d'État et un homme politique, c'est qu'un homme d'État, c'est quelqu'un qui accepte d'être provisoirement impopulaire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'opinion publique, d'ailleurs, est beaucoup plus mûre que ne le croient les hommes politiques. L'opinion publique sait bien qu'il faut réduire les dépenses. Elle le voit bien dans leur vie privée, dans sa vie privée. Beaucoup de gens sont très endettés, ils ont bien compris ça. Il faut que l'État réduise ses dépenses autrement.
Il faut trouver 10 milliards cette année, plus malheureusement en impôts qu'en économie, mais l'année prochaine, il faudra en trouver entre 35 et 40. Donc au moins la moitié en économie. Et ça, tout à l'heure vous avez parlé des intermittents du spectacle, et il faut se poser la question de savoir si on doit dépenser, si les salariés du secteur privé doivent dépenser 1,5 milliard pour 100 000 personnes. C'est un choix, mais dans ce cas-là, on le finance par l'impôt, et pas par le déficit. Jacques Attali, invité des matins de France Culture jusqu'à 8h45. Nous parlerons aussi donc de la question des entreprises tout à l'heure et des petites entreprises très inquiètes aujourd'hui, et ce sera le thème de la chronique de Brice Couturier. D'un mot tout de même, est-ce que tout est déjà au fond joué? Vous avez eu l'habitude, vous, d'organiser je ne sais combien de sommets quand vous étiez Sherpa. On dit souvent que tout est écrit à l'avance. Non, tout n'est pas écrit à l'avance. Absolument pas, les choses se jouent en même temps. À l'heure où nous parlons, vraiment rien n'est écrit. La question de savoir si nous ferons ce week-end en Europe et aux États-Unis un saut fédéral est absolument vital, parce que c'est un peu la dernière chance. On dit souvent la dernière chance, mais je pense... On l'a dit un peu trop tout de même. Hein. Là, non, on est à la 12e fois qu'on... Oui, mais parce qu'on a encore des rustines possibles. La Banque centrale peut mettre de l'argent et permettre d'attendre. La Banque centrale met de l'argent et dit je vous donne un peu de temps. C'est normal qu'elle le fasse, sinon elle se suicide. Mais rien n'est décidé, rien n'est clair. Et vous avez tout à l'heure souligné l'extrême complexité des choses. Cette extrême complexité des solutions à 27 font qu'à 27, on ne décide rien. On ne décidera rien à 27. On ne peut décider qu'à 2 ou 3 ou 4, et ensuite faire avaliser les choses par là. Le fait qu'on n'ait pas de décision à 2 est inquiétant pour la suite. Union bancaire ou intégration politique d'abord? Lequel? Il faut les deux. On ne peut pas... L'intégration politique est d'abord démocratique. Moi, je pense que la seule solution raisonnable, c'est de créer un parlement de l'eurozone. L'eurozone est la seule entité qui a du sens, pas les 27, les 17, donc il faut un parlement de l'eurozone qui ne peut d'ailleurs être qu'une sorte de... Comme un Sénat? Non. Prenez les parlementaires du Parlement européen qui sont membres représentant les pays de l'eurozone, vous les mettez à part dans un hémicycle à part et vous avez une démocratie dans l'eurozone. À partir de là, vous pouvez décliner tout le reste, le budget fédéral, etc. 8h17, la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Avec une question, comment faire de la croissance sans déficit public et sans dévaluer? Et oui, parce que jusqu'à hier, quand on leur parlait de relance de la croissance, les dirigeants français répondaient relance, ça voulait dire déficit public et dévaluation de la monnaie. Or, effectivement, la dévaluation de la monnaie, c'est une voie qui est fermée depuis l'adoption d'une monnaie commune dont la direction a été confiée à une autorité indépendante. Quant au déficit, on les a tellement sollicités depuis le début de la crise que notre capacité d'endettement est probablement en train d'atteindre ses limites. Sans compter la vigilance renforcée de Bruxelles sur nos budgets nationaux, qui sera la contrepartie inévitable d'une forme de mutualisation des dettes, comme on l'a compris hier dans notre émission à Bruxelles. Alors voilà, il va falloir faire preuve d'imagination afin de relancer la croissance tout en réduisant les déficits et en remboursant les dettes accumulées. Or, le contexte est très défavorable. Dans un monde globalisé où même les émergents sont en train de marquer le pas, la France se distingue par une croissance qui n'a cessé de décroître comparativement aux autres pays de l'OCDE depuis une trentaine d'années. Rappelons que dans les années 60-70, nous affichions un des taux les plus élevés du monde, supérieur à celui des États-Unis. Dans les années 70, nous étions encore à la 14e place parmi les pays de l'OCDE avec une moyenne de 3% annuel. Dans les années 80, nous avons reculé à la 16e place, puis à la 18e dans les années 90 avec une croissance de 1,3% en moyenne. Et on peut le dire, depuis le milieu des années 90, nous sommes parmi les derniers de la classe OCDE, autour du 32e rang. Notre pays a pourtant des atouts connus, une forte productivité horaire du travail en particulier, mais celle-ci est le contre-coup d'une trop faible mobilisation de la main-d'œuvre, comme si seuls les plus productifs, les mieux formés avaient le droit de travailler dans notre pays. Notre taux d'emploi demeure inférieur à la moyenne, seuls 62% des 15-64 ans sont effectivement au boulot en France, contre 68% dans l'OCDE en moyenne. Nous travaillons trop peu, 1592 heures par an contre 1824 dans la moyenne OCDE. Notre capacité d'innovation est trop faible et nous consacrons trop peu de moyens à la recherche et au développement. On le sait, l'enseignement supérieur a été très longtemps négligé dans notre pays. Les charges sociales sont trop élevées, elles rendent la rentabilité des salariés peu qualifiés problématique, ce qui, conjugué avec un coût des licenciements imprévisible, décourage les embauches. Même l'Italie est en train de réformer son droit du travail dans le sens de plus de flexibilité.
Enfin, il existe un certain nombre de verrous et de barrières qui sont censés protéger certaines corporations et professions qu'il conviendrait d'ouvrir à la concurrence. Le rapport Attali, qui listait 300 propositions pour débloquer la croissance, date de janvier 2008. Alors faut-il le réécrire entièrement en tenant compte de tout ce que la crise a détraqué chez nous? Ces préconisations sont-elles caduques? Je citerai un autre rapport, France 2030, signé par les économistes Benoît Cœuré et Vincent Chriqui, qui listait 5 scénarios possibles pour la croissance française dans les 20 prochaines années. Dans le scénario dit noir, le taux de chômage se maintenait autour de 9%, on est déjà à 10%. Dans le meilleur des cas, celui-ci baissait à 4,5%. Alors, l'actualité, c'est que le gouvernement s'est réuni en séminaire cette semaine pour fixer les grandes orientations de la politique budgétaire pour 2013-2015, et elles tiennent en un mot: gel pur et simple des dépenses de l'État pendant 3 ans, compte non tenu de l'inflation. C'est supposer que les taux d'intérêt réclamés par les marchés pour financer la dette, qui va donc s'accroître, resteront au niveau actuel. En bon français de gauche, cela s'appelle une politique d'austérité, même si le mot n'est guère prononcé. Cette orientation vous paraît-elle, Jacques Attali, de nature à relancer une croissance qui s'essouffle? Et quels conseils donneriez-vous au gouvernement s'il vous en demandait? Or, on prétend ici ou là qu'il vous en demande. Jacques Attali. D'abord, je vous remercie d'avoir rappelé ce rapport, qui était un rapport bipartisan, dont les membres étaient à la fois des syndicalistes, des chefs d'entreprise. Il y avait même Mario Monti parmi les membres. Et plusieurs membres de cette commission, plusieurs rapporteurs de cette commission sont aujourd'hui dans l'appareil d'État, souvent même au plus haut niveau. Donc j'ai bon espoir que, disons, la partie gauche du rapport, qui n'a pas été appliquée, et la partie courageuse, qui n'a pas été non plus, le sera. Vous en avez fait la liste. Il reste évidemment totalement d'actualité. La crise n'a rien rendu caduc. Non, absolument rien. Évidemment, certaines choses auraient été plus faciles à faire si elles avaient été faites avant. Les économies budgétaires qu'on a proposées de 30 milliards par an pendant 3 ans, si elles avaient été faites, nous ne serions pas là aujourd'hui. La situation serait complètement différente. Il y a une responsabilité historique. Mais c'est fait, c'est fait. Mais disons que certaines choses ont été faites, vous l'avez signalé, sur un petit peu sur les retraites et sur les universités, sur la compétitivité, la concurrence dans la distribution, ça a été fait. Mais ce qui reste à faire, c'est la réforme de l'État. Absolument pas faite. Rien n'a été fait. La réforme de l'État, c'est la réforme du statut des personnels, la réforme de la façon dont l'État rend ses services. Ce qui n'a pas été fait, c'est la réforme des collectivités locales. Il y en a évidemment trop. Il y a trop de collectivités. Vous vouliez supprimer le département, c'est toujours d'actualité. Regrouper. Oui, vous aviez cette idée de supprimer les départements. Je pense. Vaste programme. Oui, mais en même temps, et en effet, je ne pense pas que l'actuel président de la République, qui est lui-même représentant, est venu d'un petit département, mais la solution n'est pas très difficile. Dans les départements ruraux, il faut maintenir le département. Dans les autres, il faut ne laisser que des agglomérations des grandes villes et la région. Et on arrive, le département étant l'équivalent de l'agglomération dans les grandes villes, à un équilibre. Il y a beaucoup trop. On a plus de collectivités locales que la totalité des 27 pays réunis. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bon, la flexi-sécurité, comme toujours, un gouvernement de droite a fait la flexi et pas fait la sécurité. C'est-à-dire pas donner la réforme de la formation professionnelle, ce que nous avions appelé le contrat d'évolution, que Mario Monti a découvert dans notre travail commun, où il a été incroyablement impliqué et remarquable, et il vient l'appliquer. Vous voulez dire qu'en ce moment, les réformes que Mario Monti est en train d'imposer à l'Italie sont imposées, sont inspirées en partie du travail en commun que vous aviez fait pour ce rapport? Bien sûr. Il a été un membre incroyablement actif, présent, et il le dit lui-même d'ailleurs que sa participation à cette commission était... Je rappelle que cette commission n'a jamais voté et que le rapport est unanime, y compris dans les réformes. Tous les membres de la CGT, à ceux qui représentaient ou à titre personnel. Oui, c'est ça, c'est syndicats, personnel politique, économistes. Il y avait 7 étrangers, des parlementaires allemands, des universitaires anglais, unanime sur tout le rapport. Bon, donc c'est quand même quelque chose qui, aujourd'hui, reste d'une extrême actualité. Il y a donc la réforme du marché du travail, la réforme de l'État, les économies budgétaires, et nous en avions donné les 90 milliards, on n'a pas dit 90 milliards en l'air, on avait donné centaines de millions par centaines de millions, le détail qui reste extrêmement d'actualité. Naturellement, le gouvernement actuel se penche sur ces propositions, je pense, de façon sérieuse. La réforme du marché du travail, c'est-à-dire permettre de faire en sorte que quelqu'un qui va être mis au chômage ou qui est au chômage ait une formation et ait une rémunération. Nous avons appelé ça contrat d'évolution. C'est-à-dire dire que quelqu'un
qui se forme n'est pas au chômage, parce que se former est une activité socialement utile, tout comme se soigner est une activité socialement utile. Et il est normal que celui qui se soigne ait un salaire, il serait normal que celui qui se forme ait un salaire, et non pas une allocation au chômage. Ça change tout. Ça change tout, et tous les pays qui le font, les pays nordiques, ont des taux de chômage beaucoup plus bas. Donc on voit très bien, et à cela s'ajoute évidemment la réduction du coût du travail. Moi je suis pour, cette commission l'avait dit, et je l'ai redit publiquement et en privé, je suis pour la TVA sociale. Il faut réduire le coût du travail. Alors, il faut réduire les charges sociales. C'est pas la direction dans laquelle semble s'engager ce gouvernement qui alourdit à nouveau les charges. Il faut réduire les charges. Alors, est-ce qu'on compense... Ce sont vos amis pourtant qui font ça. Ce sont mes amis, et je suis quelqu'un de libre et qui dit... Vous êtes, comme on dit, un vieil ami de François Hollande. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai eu le privilège de travailler avec lui. Mais ça fait au moins 140 ans. Oui, il ne vous écoute pas toujours, puisqu'apparemment, sur les charges sociales sur le travail, ils ont tendance à les alourdir et non pas à les alléger. Vous verrez. J'ai eu le privilège en effet de le découvrir et de l'emmener avec moi à l'Élysée en 1981, donc il est rentré à l'Élysée en 80. Et j'ai eu le privilège de travailler avec lui très bien et de rester très, très proche. Réduire les charges sociales, c'est fondamental. Est-ce qu'on va les compenser par une augmentation de la TVA qui va s'appliquer normalement si on ne change pas en mois d'octobre? C'est le programme de Sarkozy que vous êtes en train de nous... Non, c'est le programme de notre commission. Non, pas du tout. C'est le programme de notre commission que l'ancien président n'a pas appliqué. Moi, quand je l'ai rencontré juste à la fin de son mandat et qu'il m'a dit qu'il allait mettre ça dans son programme, je lui ai dit, mais pourquoi tu l'as pas appliqué tout de suite? Si tu l'avais fait tout de suite, il se trouve que je le tutoyais, si tu l'avais fait tout de suite, on n'en serait pas là. Bon, et en particulier les mesures les plus courageuses. Il l'a pas fait. C'est bon. Est-ce que la réduction... Vous vous souvenez que Fabius avait dit que la TVA sociale risquait d'être introduite avant les élections législatives de 2007 et qu'à l'époque la gauche protestait en disant que c'était une mesure antisociale. Aujourd'hui, il est ministre des Affaires étrangères, donc il y a une certaine cohérence. Comme vous savez, il y a une discussion à l'intérieur de la gauche là-dessus. Je pense que la discussion, faut la désanecdotiser, si je peux me permettre. D'abord, la réduction des charges sociales est absolument nécessaire. En allemand, TVA sociale, ça se dit dévaluation fiscale. Ce qui est le mot exact, c'est une dévaluation fiscale. Donc, réduire les charges, ça réduit. Est-ce qu'on le compense par une hausse de la TVA, qui est en effet un impôt injuste, et qui, dans notre esprit de cette commission, n'avait de sens que si on réformait l'impôt sur le revenu, pour augmenter l'impôt sur les successions, pour augmenter l'impôt sur le capital acquis, pour réduire l'impôt sur le capital créé. Donc, tout ça forme un tout. C'est pour ça qu'on avait dit, ces propositions n'ont de sens que si elles sont prises globalement. Donc, augmenter la TVA est une des solutions. À mon avis, c'est la bonne, à condition qu'on réduit l'égalité, on améliore l'égalité ou on réduit les inégalités par la transformation de l'impôt sur le revenu. Si on ne veut pas faire ça, on le fera par l'augmentation de la CSG, qui, à mon avis, est moins bonne en termes sociaux, parce que ça touche vraiment tout le monde. Donc, tout de même, enfin, Brice, pour une fois, d'ailleurs, n'avait pas tout à fait tort. Quand il disait, c'est pour le taquiner. Non, mais quand il disait quand même que oui, ce que vous dites et ce que prépare le nouveau gouvernement n'est pas tout à fait la même chose. Vous avez quand même noté aussi que l'économiste Christian Saint-Etienne a quitté le Conseil d'analyse économique il y a quelques jours, en jugeant que les réformes sociales et fiscales d'inspiration keynésienne engagées par la France nous discréditaient aux yeux de nos voisins européens. J'aime beaucoup Christian Saint-Etienne, je trouve que c'est quelqu'un de tout à fait respectable. Je trouve qu'il est parti un peu tôt, parce que il aurait pu au moins attendre le budget de 2013, qui est quand même la clé le moment de vérité. Et je pense que le budget de 2013 sera un budget sérieux. Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement et vous voyez que je ne suis pas d'accord avec eux sur certains points. En tout cas, je discute et je donne mon point de vue très, très librement. Je pense que ce pays a toutes ses chances, à condition de saisir l'extraordinairement brève fenêtre d'opportunité qui est cet été, pour réformer massivement dans l'esprit de ce travail considérable que nous avons mené avec toute la société française, puisqu'on a des milliers d'auditions et ce rapport unanime mérite aujourd'hui d'être pris en considération. Donc cela veut dire, et pour faire réponse à aussi des réactions que je vois sur ce Twitter que vous affectionnez, Jacques Attali, est-ce que du coup la question du rôle de l'État dans la relance de la croissance est donc pour vous totalement centrale et essentielle? Oui, je reprends la question qu'un auditeur pose. La question est-elle de savoir quel rôle doit jouer l'État dans la relance de la croissance? Oui, c'est très important. L'État doit jouer un rôle de plus en plus grand, mais pas un rôle de dépense de plus en plus grand. Il doit simplifier son administration, il doit simplifier sa réglementation, il doit regrouper les moyens. Par exemple, il ne peut pas y avoir de croissance du logement
en France si l'État ne récupère pas le pouvoir sur le foncier qu'à les collectivités locales. Tant que les collectivités locales maîtrisent le foncier, il n'y aura pas de croissance du logement parce qu'il n'y aura pas d'espace disponible. Donc là, rôle accru de l'État. Rôle accru, l'État doit reprendre la main. Reprendre la main, mais pas dépenser plus. Reprendre la main Et vendre. Et Non. et ouvrir des espaces de logement, y compris évidemment surtout de logement social, parce que s'il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de logement social. Obliger les communes qui n'en veulent pas, en particulier à Paris, à autoriser des immeubles Les infractions sont terribles à ce niveau-là. plus d'étages, puisque s'il n'y a pas plus d'étages, il n'y a pas de logement, et le prix du logement ne va pas baisser. Tout ça, c'est des choses que seul l'État peut faire, parce que les collectivités locales ne décideront pas. Et moi, je crains beaucoup cela, surtout parce que nous sommes sortis, heureusement, des élections, que nous avons du temps devant nous, et donc le gouvernement peut se permettre d'être impopulaire. Mais chaque jour qui passe nous rapproche des élections locales et rend de plus en plus difficile de prendre des décisions impopulaires sur le terrain local. Je suis d'ailleurs pour le report des élections locales. Il y a toujours un horizon effectivement électoral qui complique quand même. Je pense que les élections locales devraient être reportées d'1 an. C'est pas remettre en cause la démocratie, mais je pense que si elles étaient reportées d'1 an, ça donnerait plus de temps au gouvernement pour travailler. Plusieurs points, plusieurs questions, Agnès Benassi-Carré. Oui, alors moi je suis une fan du rapport Attali et c'est quand même un peu une honte que ce soit l'Italie qui le mette en œuvre et pas la France. Il y a eu d'autres rapports qui ont été écrits de très grande qualité sur la relance de la croissance, sur la réforme du marché du travail. Dieu sait si vous en avez entendu, pourtant les Verts n'est pas vu sur ce rapport. Attali tourne sa veste, Attali travaille pour Sarkozy. Attali... Bon. Donc, mais les gens ont maintenant compris que c'était un rapport bipartisan et il n'y a plus de sujet là-dessus. Donc, du point de vue de l'expertise, je crois qu'il faudrait vraiment éviter de faire un nouveau rapport, que maintenant le sujet c'est la concertation sociale et dire que nos partenaires européens attendent du nouveau gouvernement des avancées dans le domaine des réformes structurelles. On ne peut pas faire de la croissance seulement avec de l'investissement d'avenir ou des project bonds. C'est important, mais ça n'est pas que ça. Il y a des réformes à faire sur le marché du travail, sur les professions fermées, les ouvrir. Et c'est vrai que dans l'équilibre européen, la France gagnerait beaucoup. C'est quoi une profession fermée ? C'est une profession réglementée. C'est le cas des notaires, des pharmaciens, des taxis, des coiffeurs, tout un certain de professions qui, évidemment, ont un impact. Il y avait les taxis dans votre histoire qui étaient très impopulaires quand même. Là. Je ne l'ai pas relu, ça. Là encore... Les taxis parisiens qui n'étaient pas très contents. Là encore, j'en avais beaucoup regardé cette question. Dans les taxis, il y a plusieurs catégories. Et notre rapport avait été établi en coopération avec ceux qui sont les plus exploités dans ce métier, c'est-à-dire ceux qui sont les salariés ou ceux qui détiennent des licences par prétérition qui leur sont données par des grandes compagnies, qui sont vraiment dans une situation d'exploitation épouvantable, et nous créons les conditions pour qu'ils puissent accéder à cette propriété de la licence. Je crois que cette réforme reste évidemment d'actualité. Encore une fois, faut-il que les élus locaux aient le courage de la faire. Agnès, alors. Voilà, donc pour que la France fasse vraiment entendre ses idées sur la scène européenne, il est très important de donner des gages en matière donc de croissance en lançant des réformes sur ce terrain-là. De se tenir bien sûr à la discipline budgétaire, mais simultanément de faire ces réformes et de prendre position sur la question de l'union politique. Et à ce moment-là, si ces trois choses sont faites, la France ressortira grandie au niveau européen. Là, le problème aujourd'hui, c'est que nos partenaires nous regardent un peu avec une certaine condescendance. Il faut voir la presse, quand la presse parle de la France. La France, c'est le pays qui remet la retraite à 60 ans. Pour l'instant, c'est ça. Donc il faut... Même si ce n'est pas exact. Oui, bien sûr. Mais vu de loin, c'est ça. C'est une restauration. Il faut dire aussi, dans ce sens, Jacques Attali. Dans ce sens que les autres pays qui nous regardent ainsi sont des pays qui se sont vus imposer les réformes de façon très humiliante. En Espagne, en Italie, en Grèce, au Portugal et en Allemagne aussi sont vus imposer les réformes de façon extrêmement brutale. Nous sommes encore dans la situation où personne ne nous impose les réformes et où on peut décider de façon libre, juste, solidaire et démocratique, ce que si nous ne faisons pas, on nous imposera dans moins de 2 ans de façon humiliante. De façon très humiliante. Et donc je pense que c'est important de le faire maintenant, dans un contexte totalement démocratique, de consensus social. C'est très facile à faire. Il y a tous les instruments de la justice et de la réforme dans ce pays. Je suis d'ailleurs assez optimiste. Je pense que le Premier ministre est un homme tout à fait remarquable. Le ministre des Finances, le ministre du Budget, le ministre du Travail, tous ces gens sont tout à fait conscients de ces nécessités. Donc je suis assez optimiste sur l'évolution des choses. Brice Couturier. Une des choses qui nous manque par rapport à l'Allemagne et qui fait que l'Allemagne exporte et que l'Allemagne est une machine à produire formidable, c'est les PME, c'est le Mittelstand. Les PME allemandes sont grosses, elles sont intégrées à un tissu local.
elles exportent. Nous, nos PME disent qu'elles sont étranglées de charges sociales et que les projets du gouvernement actuel, que vous soutenez donc, vont aggraver cette situation. Qu'est-ce qu'on leur propose? Les PME qui fêtent le 10e anniversaire de Planète PME, aujourd'hui, au Palais des Congrès à Paris, pour essayer de mettre en avant leurs atouts d'acteurs économiques. Encore une fois, quand vous dites d'une incidente que vous soutenez, je garde ma liberté d'esprit. J'ai voté à gauche, je voterai toute ma vie à gauche, je soutiens mes amis, je vais les aider autant que je peux, par ma parole et par mes actes, mais je reste libre de ne pas être d'accord. Hein. Bon. En détail, en gros et en détail. Mais pour l'instant, je leur fais confiance. Je pense qu'ils vont dans tout à fait la bonne direction. Vous avez cité ça. Je voudrais juste souligner qu'on dit toujours la France est moins bien que l'Allemagne sur ce terrain. D'abord, la France c'est mieux que l'Allemagne sur beaucoup de terrains. La démographie, je l'ai cité. La dette, ils sont pas mieux. Leurs banques sont dans une situation catastrophique. Et même sur le sujet que vous avez dit, c'est-à-dire les PME, non pas que nous soyons mieux que l'Allemagne, ce n'est pas le cas, mais il y a un autre modèle qui est très intéressant. C'est l'Italie. Peu de gens savent que l'Italie a une balance des paiements excédentaire, quand nous avons une balance des paiements déficitaire, que l'industrie italienne est très florissante et que les PME italiennes, en particulier évidemment celles de l'Italie du Nord, sont des champions. Donc, faut pas dire « Ah, mais il faut prendre le modèle allemand ». Non, si ce modèle allemand nous plaît pas, parce qu'on n'aime pas trop ce modèle-là pour des tas de raisons historiques et culturelles, prenons le modèle de l'Italie du Nord, qui est un modèle formidable, où vous avez des PME fantastiques qui sont numéro 1 mondiaux, mondiaux, je crois qu'on dit mondiaux et pas mondial, dans beaucoup de secteurs. C'est du capitalisme familial. Voilà. Mais on n'a pas. On a aussi moins parce que la législation est ainsi faite, parce que les successions étaient difficiles, parce que mais une des vraies raisons pour laquelle on n'a pas ce capitalisme en question dont vous parlez ou cette économie-là, ça rejoint la réforme des régions. Parce que si vous avez une autorité régionale forte, elle peut dialoguer avec des entreprises régionales. Ce qui se fait en Lombardie ou en Vénétie, ou ce qui se fait en Allemagne, en Bavière. Tandis que si vous avez un pouvoir local totalement émietté, il n'y a personne pour dialoguer. Donc il faut un État ou une collectivité territoriale à la hauteur de l'entreprise. L'État, en France, est si puissant que nous avons des très grandes entreprises mondiales. On est numéro 1 mondial dans un très grand nombre de secteurs qui dépendent de l'État. L'eau, les transports, le nucléaire, l'énergie, la défense. On est numéro 1 mondial parce qu'il y a un dialogue avec l'État. Nous n'avons pas, pour les entreprises de taille moyenne, le dialogue avec la collectivité régionale. Et donc, si on avait tous les moyens régionaux fusionnés, comme ça devrait être, comme c'est le cas de l'Italie et de l'Allemagne, on aurait des PME puissantes. En liaison avec les universités, les centres laboratoires de recherche, avec des spécialisations régionales, etc. Mais il n'y a pratiquement plus de banques en France qui ont leur siège ailleurs qu'à Paris. C'est une folie. Il y a plus de sociétés de développement régional, ça n'existe plus. Il y a beaucoup trop de chambres de commerce, beaucoup trop d'instances différentes. Enfin, nous avions fait cette liste, plus d'un millier d'offices d'HLM. C'est une folie tout ça. Il faut regrouper tout ça, avoir une force de frappe, comme on doit le faire à l'échelle européenne. Pour regrouper ce qui doit l'être, il faut le faire à l'échelle des collectivités territoriales. Brice Couturier. Et qu'est-ce que vous avez comme moyen, comme levier en main? Vous dites, vous soutenez ce gouvernement tout en gardant votre liberté. Quels moyens vous avez de faire passer les idées qui étaient déjà les vôtres à l'époque du rapport Attali? On sait que ce rapport Attali, malgré tout, était en partie enterré par le gouvernement précédent. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il ne sera pas enterré également par le gouvernement actuel? J'en sais rien. Jacques Attali. Le gouvernement précédent a appliqué une partie, je l'ai cité Quel tout à l'heure. pourcentage Je pense qu'on peut dire qu'il a appliqué entre le tiers et la moitié, ce qui est déjà pas si mal, mais c'est encore une fois la partie droite du rapport. Je ne parle jamais de mes conversations privées avec les uns et les autres. Vous n'avez qu'un pouvoir d'influence. C'est tout, aucun. C'est seulement le pouvoir que vous me donnez en m'invitant et que j'ai en écrivant et que j'ai en rencontrant les uns et les autres, aucun autre. Agnès Benassi-Kéré. Oui, j'aurais voulu peut-être aborder le sujet européen. Donc, comme on sait, on est au bord du gouffre aujourd'hui. Si vous pouviez faire valoir votre pouvoir d'influence à Bruxelles, en outre de Paris, quelles seraient les choses à faire d'urgence, à faire à moyen terme? Quelle est votre vision de l'Europe dans 5 ans? Premièrement, si nous n'arrivons pas, disons dans 5 ans, mais je pense que c'est dans 5 mois, à avoir un vrai mouvement vers l'Europe fédérale, l'euro va disparaître. Et ce qui fait qu'il n'a pas encore... Ça fait longtemps que vous le dites, quand même. Je dis ça... Alors, il n'est toujours pas disparu. Non. Vous savez, j'ai dit en décembre, si on n'intervient pas avant Noël, voilà, l'euro disparaîtra. Le 23 décembre, la Banque centrale est intervenue. Donc, il y a eu une intervention, juste avant Noël. Et aujourd'hui, c'est le même problème. La Banque centrale a donné de l'argent, c'est-à-dire du temps.
mais elle ne remplace pas l'action des États. Nous savions, quand on a dessiné l'Europe de Maastricht, moi j'ai la gentillesse de citer mes livres, j'ai écrit en 98, si l'Europe n'est pas fédérale en 2010, l'euro disparaîtra. Bon. Et c'était évident. Donc, pour répondre à votre question, je dirais qu'il faut les choses suivantes. Il faut premièrement avoir un regard de construction fédérale entre les pays de l'eurozone. L'Union européenne, ça n'est pas possible. C'est une zone de droit commun, ça ne peut pas être un espace d'intégration, parce que seuls les pays qui ont une monnaie commune ont des raisons de s'intégrer. Donc, la première chose à faire, c'est d'utiliser une des salles du Parlement européen pour réunir de façon régulière les parlementaires européens, membres élus par les pays de l'eurozone. Créer de facto un parlement de l'eurozone. Que ce parlement contrôle, et il n'y a pas besoin de traité nouveau. Il se réunit, soit on fait un hémicycle, enfin rien à construire, il y a assez de salles à Bruxelles et à Strasbourg. On fait un parlement. Ce parlement contrôle l'Eurogroupe, dont le président est actuellement M. Juncker et qui pourrait être un Allemand un peu plus tard. Ça donne une vraie légitimité à ce gouvernement économique de l'Union. Ce gouvernement économique, à ce moment-là, prend le pouvoir, non pas de nous imposer notre budget, de savoir si on va dépenser pour telle route à Rodez ou tel hôpital à Lille, mais de nous dire, vous avez un déficit que vous avez dit que vous allez fixer à 3% fin 2013, démontrez-nous que vous le faites vraiment. Mettons ensemble nos budgets pour être sûr qu'on le fait tous vraiment. C'est tout, rien de plus. C'est ce que j'appellerais, moi, la souveraineté solidaire. La souveraineté solidaire. Et ceci mis en place, après, on peut tout décliner. Qu'est-ce qu'on décline? On décline la surveillance par la Banque centrale, on décline la transformation, c'est technique, mais du Trésor européen, le MES, en banque. Et pour ça, il faut lui donner les moyens d'avoir des collatéraux pour pouvoir avoir de l'argent de la Banque centrale. C'est assez technique, mais c'est vraiment la discussion qu'il va y avoir aujourd'hui. Mais ce qui est absurde, c'est qu'on a aujourd'hui un sommet à 27. On n'a pas besoin des 27 aujourd'hui autour de la table. C'est une absurdité. Avoir les Anglais autour de la table qui vont tout faire pour empêcher que ça marche, ça n'a aucun sens. Il faudrait surtout un sommet des 17, peut-être avec la Pologne, parce que la Pologne dit je vais rentrer dans l'euro. Mais surtout pas. Il faudrait surtout pas un sommet des 27 aujourd'hui. Donc voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Et vous m'avez demandé, l'architecture, c'est celle-là. Les eurobonds, ça viendra en bout de course. Les project bonds, ils sont déjà là. L'augmentation du capital de la BEI, elle est là, mais elle est fictive aussi longtemps que la BEI n'accepte pas une baisse de son triple A. Parce que tant que la BEI ne veut pas baisser son triple A, elle n'investira pas dans les pays qui n'ont pas de triple A, parce qu'elle n'est pas sûre d'être remboursée. Et donc, la BEI ne sert à rien. Et depuis d'ailleurs 3 ans, les investissements de la BEI plongent, parce qu'il n'y a pas ce risque qui est pris. Il faut le prendre. C'est une question de croissance. C'est une question de financement des réseaux dont je parlais tout à l'heure. Et puis, il faut mettre en commun des régulations. S'il n'y a pas de réseau de télécom en Europe aujourd'hui, c'est pas tellement qu'il n'y a pas d'argent, c'est parce qu'il y a 27 régulateurs qui changent d'avis toutes les semaines. Chacun. 27 incertitudes. Comment voulez-vous qu'on ait quelque chose qui fonctionne? Alors qu'aux États-Unis, il y a un seul régulateur et qui a fixé des règles pour 10 ans. Comment voulez-vous que les gens investissent quand ils ne savent pas comment va bouger la loi? Du coup, on n'est pas très loin, peut-être, Jacques Attali, de ce qu'écrivait Jean Gadret, Florence Jannick Catry, Dominique Méda dans Le Monde du 15 juin, en disant « Le manque de croissance n'explique nullement la crise liée à la démesure de la finance dérégulée et des inégalités, c'est la validité des croyances qu'il nous faut réinterroger. » Je ne sais pas qui a écrit ça, et ça dépend du contexte, parce que la phrase telle que, c'est ce que je fais. Il faut y croire. Non, mais est-ce que c'est pas une question de croyance vous parlez de solidarité, par exemple, souveraineté solidaire. Est-ce que ça n'est pas plus de la politique que de l'économie? Oui, bien sûr. Au lieu du mot croissance, de croyance, je dirais le mot projet. Si on a une vision commune, un projet. Les Américains, ils ont un rêve américain. Nous, est-ce qu'on a un rêve européen? Non, il existe encore, mais pendant des années, tous les hommes politiques de gauche et de droite ont considéré que l'Europe était le responsable de tous les problèmes et que la solution venait d'eux, et que l'Europe était un empêcheur. Alors que c'est exactement le contraire. Alors, il faut réinstaurer l'Europe comme la solution. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit bien dans la discussion actuelle. Beaucoup de gens commencent à comprendre que l'Europe n'est pas le problème, quelle est la solution? Et c'est ça qu'il faut remettre. Et évidemment, dans ce cas-là, il faut une Europe politique. Une Europe politique avec une armée, enfin, au bout de la route, c'est mettre en commun nos systèmes militaires, mettre en commun... La question de la défense. Évidemment. Une toute petite question, Agnès Benassi-Carré, une fois arrivé au coup d'œil de Thomas Cluzel. Je vais revenir à l'eurozone fédérale. Moi, je trouve ça très bien, mais on ne peut quand même pas occulter le fait que dans une eurozone fédérale, la France pourrait être mise en minorité sur un projet de budget, sur un projet de réforme. Et donc, c'est quand même... Enfin, il ne faut pas occulter cette chose-là. Non, absolument pas. Absolument pas. L'Europe fédérale, ça ne veut pas dire que l'échelon supérieur décide de ce qu'on fait à l'intérieur. S'il ne peut pas, il n'a pas de... Comme c'est aujourd'hui le cas, il n'a pas de pouvoir.
Non, attendez, non, c'est là qu'il faut sortir de ce fantasme. Qu'est-ce qu'il s'agit de mettre en commun? Il s'agit de mettre en commun les moyens de faire des choses ensemble, pas ce qu'on fait chez nous. La seule chose qu'une Europe fédérale contrôlera chez nous, c'est que si on a fixé, fin 2013, d'atteindre 3% de déficit, l'Europe nous dira, vous devez le faire. Et si vous ne le faites pas... Mais elle lui dit déjà. C'est le traité de Maastricht. C'est donc rien de plus que d'appliquer le traité de Maastricht, en effet. Vous le ferez. Et donc, elle ne nous imposera pas encore une fois, de faire pas la route à Rodez ou l'hôpital à Lille. Ou d'allonger l'âge de la retraite non, à 65 ou 67 ans, comme chez les confrères. Non, elle nous dira, financez-le. Financez-le. Si vous êtes capable de le financer, faites-le. Mais si vous ne le financez pas, faites-le pas. Donc, montez les impôts. Oui, montez vos impôts. Elle nous dira, montez vos impôts ou coupez vos dépenses. La seule chose que le fédéralisme impose, c'est le solde. Mais on ne nous impose ni le montant des dépenses, ni le montant des recettes, ni la nature des dépenses, ni la nature des recettes. Faut quand même. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales dépendent de l'État. L'État ne leur impose pas la nature de ses dépenses. L'État leur impose simplement d'être en équilibre. La fédération pourrait s'intéresser à la croissance, et de même que l'État français pourrait s'intéresser au niveau des impôts dans les collectivités locales. Et en effet, bien sûr, mais aussi l'État peut. Et j'insiste beaucoup sur la conditionnalité démographique du fédéralisme. Parce que si on nous dit, par exemple, il faut augmenter l'âge de la retraite, il faut réduire les dépenses sociales. Mais si c'est pour arriver à une démographie comme les autres pays européens, non merci. Non merci. C'est au contraire, nous avons imposé une conditionnalité démographique aux autres. Et vous dites, dans 20 ans, si vous continuez comme ça, c'est nous, Français, qui allons payer vos retraites. Parce que nous allons avoir des travailleurs et pas vous. Donc il faut leur dire, et c'est tout à fait audible par les autres, dépensez plus en matière de politique familiale. Parce que nous ne voulons pas, dans 20 ans, payer vos retraites. Et je pense que c'est un discours qui permet d'équilibrer le débat politique. 8h45, le coup d'œil de Thomas Cluzel, et nous l'avons évoqué tout à l'heure déjà un petit peu, Jacques Attali, mais ça va être un des gros sujets qui fâchera vraisemblablement dès la rentrée prochaine les intermittents du spectacle, Thomas. Oui, puisque c'est l'objet de cette enquête donc à lire ce matin dans le journal Les Échos, enquête signée Nathalie Silbert et intitulée « L'impossible équation des intermittents du spectacle », dont le régime d'indemnisation chômage, vous le savez, doit être négocié avant la fin 2013. Alors de quoi parle-t-on ? Le système, financé par l'UNEDIC, c'est-à-dire les salariés du privé, affiche depuis 2007 un déficit annuel supérieur à 1 milliard d'euros. Insoutenable pour la collectivité, entend-on de toutes parts, même si certains soulignent que le régime d'indemnisation des intermittents n'est pas le seul à la dérive. Celui des intérimaires, par exemple, coûte même encore plus cher, près de 1,5 milliard d'euros en 2011. Coûteux donc, le système des intermittents n'en reste pas néanmoins vital pour le secteur de l'audiovisuel et du spectacle vivant. Il constitue en effet un pilier du financement de la politique culturelle française qui fait vivre des myriades de compagnies, de théâtres, de danse, d'orchestres, de sociétés de production et permet à des milliers de festivals d'exister sur l'ensemble du territoire. Et pourtant, aujourd'hui, le système donc paraît à bout de souffle. Un premier feu de critique vise notamment le périmètre d'éligibilité souvent jugé laxiste, voire contestable, d'où un dispositif passoire, malgré le nettoyage des classifications entrepris en 2006. Dans les rangs des intermittents, on trouve encore pêle-mêle aux côtés des artistes et des techniciens pour qui le système a été conçu, des menuisiers, des ouvriers ou même des videurs de boîtes de nuit. Autre charge contre le dispositif, l'existence de multiples zones de contournement, voire de fraude. Pour commencer, une partie des intermittents ne le serait pas vraiment puisqu'ils travailleraient de manière quasi permanente pour un même employeur. Ces permittents, comme on les appelle, représenteraient 15% au moins des bénéficiaires du régime d'indemnisation selon la Cour des comptes. Et puis, troisième reproche, la possibilité pour les intermittents de cumuler le même mois une rémunération et une indemnité chômage. Alors que faire maintenant ? L'idée que la survie du régime d'indemnisation est conditionnée à une diversification des financements fait en tout cas son chemin en campagne. François Hollande a lui-même évoqué cette piste. Il faudra aussi se poser la question de la part de prise en charge interprofessionnelle, martèle notamment la CFDT, pour qui l'État, les employeurs du secteur culturel et les consommateurs de spectacles doivent contribuer au financement du régime, ce qui allégera d'autant son poids sur les comptes de l'UNEDIC. Alors que le régime doit être renégocié d'ici la fin de l'année prochaine, la conférence sociale prévue le 9 et le 10 juillet pourrait fixer l'agenda des discussions sur l'assurance chômage. Des rumeurs persistantes font état d'un démarrage dès cet automne. Le coup d'œil de Thomas Cluzel, il nous reste peu de temps, mais donc, oui, alors, le gros dossier, ça fait partie des réformes, évidemment,
inévitable à faire. Vous savez que vous parlez en ce moment à des intermittents du spectacle. Je sais. Avec Brice Couturier. Mais d'une certaine façon, pour le montage, si, en tant que chroniqueur des matins, vous êtes intermittent du spectacle. Moi, je le suis. Quand Sylvain l'est aussi. Quand j'ai parlé tout à l'heure du contrat d'évolution, le contrat d'évolution, c'est en fait une généralisation du statut d'intermittent du spectacle à tous les salariés, c'est-à-dire tous les gens qui sont en situation d'avoir un emploi puis de le perdre ou de le retrouver, doivent être en situation d'avoir une rémunération lorsqu'ils n'ont pas une vraie rémunération, ils n'ont pas une allocation chômage. Donc c'est la seule chose ces deux conditions qui ne sont pas remplies dans le statut d'intermittent du spectacle, c'est que premièrement, ça doit être un budget équilibré, et deuxièmement, qu'en échange de cette rémunération hors travail, il y ait une formation et que les gens soient, d'une certaine façon, obligés de se former. Se former est un travail socialement utile. On ne peut pas donner de l'argent à des gens s'ils n'ont pas en échange une activité qui est utile à la société. Et s'ils s'améliorent leur formation dans les différents métiers du spectacle, alors on peut imaginer que le statut soit maintenu. Donc moi je vois le statut d'intermittent non pas comme un statut à réduire, je crois au contraire c'est le statut d'avant-garde, si on respecte ces deux conditions. S'il vous en demandait, or on prétend ici ou là qu'il vous en demande. Jacques Attali. D'abord, je vous remercie d'avoir rappelé ce rapport, qui était un rapport bipartisan, dont les membres étaient à la fois des syndicalistes, des chefs d'entreprise, il y avait même Mario Monti parmi les membres, et plusieurs membres de cette commission, plusieurs rapporteurs de cette commission, sont aujourd'hui dans l'appareil d'État, souvent même au plus haut niveau. Donc j'ai bon espoir que, disons, la partie gauche du rapport, qui n'a pas été appliquée, et la partie courageuse, qui n'a pas été non plus, le sera. Vous en avez fait la liste. Il reste évidemment totalement d'actualité. La crise n'a rien rendu caduc. Non, absolument rien. Évidemment, certaines choses auraient été plus faciles à faire si elles avaient été faites avant. Les économies budgétaires qu'on a proposées de 30 milliards par an pendant 3 ans, si elles avaient été faites, nous ne serions pas là aujourd'hui. La situation serait complètement différente. Il y a une responsabilité historique. Mais c'est fait. Mais disons que certaines choses ont été faites, vous l'avez signalé, un petit peu sur les retraites et sur les universités, sur la compétitivité, la concurrence dans la distribution, ça a été fait, mais ce qui reste à faire, c'est la réforme de l'État. Absolument pas faite. Rien n'a été fait. La réforme de l'État, c'est la réforme du statut des personnels, la réforme de la façon dont l'État rend ses services. Ce qui n'a pas été fait, c'est la réforme des collectivités locales. Il y en a évidemment trop. Il y a trop de collectivités. Vous vouliez supprimer le département, c'est toujours d'actualité. Regrouper. Oui, vous aviez cette idée de supprimer les départements. Je pense. Vaste programme. Oui, mais en même temps, et en effet, je ne pense pas que l'actuel président de la République, qui est lui-même représentant, est venu d'un petit département. Mais la solution n'est pas très difficile. Dans les départements ruraux, il faut maintenir le département. Dans les autres, il faut ne laisser que des agglomérations des grandes villes et la région. Et on arrive, le département étant l'équivalent de l'agglomération dans les grandes villes, à un équilibre. Il y a beaucoup trop. On a plus de collectivités locales que la totalité des 27 pays réunis. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bon. La flexi-sécurité, comme toujours, un gouvernement de droite a fait la flexi et pas fait la sécurité. C'est-à-dire pas donner la réforme de la formation professionnelle, ce que nous avions appelé le contrat d'évolution, que Mario Monti a découvert dans notre travail commun, où il a été incroyablement impliqué et remarquable. Et il vient l'appliquer. Vous voulez dire qu'en ce moment, les réformes que Mario Monti est en train d'imposer à l'Italie sont imposées, sont inspirées en partie du travail en commun que vous aviez fait pour ce rapport. Bien sûr. Il a été un membre incroyablement actif, présent, et il le dit lui-même d'ailleurs que sa participation à cette commission était. Je rappelle que cette commission n'a jamais voté et que le rapport est unanime, y compris dans les réformes. Tous les membres de la CGT, à ceux qui représentaient ou à titre personnel. Oui, c'est ça, c'est syndicats, personnel politique, économistes. Il y avait 7 étrangers, des parlementaires allemands, des universitaires anglais, unanimes sur tout le rapport. Bon, donc c'est quand même quelque chose qui, aujourd'hui, reste d'une extrême actualité. Il y a donc la réforme du marché du travail, la réforme de l'État, les économies budgétaires, et nous en avions donné les 90 milliards, on n'a pas dit 90 milliards en l'air, on avait donné centaines de millions par centaines de millions, le détail qui reste extrêmement d'actualité, naturellement. Le gouvernement actuel se penche sur ces propositions, je pense, de façon sérieuse. La réforme du marché du travail, c'est-à-dire permettre de faire en sorte que quelqu'un qui va être mis au chômage ou qui est au chômage ait une formation et ait une rémunération. Nous avons appelé ça contrat d'évolution. C'est-à-dire dire que quelqu'un
qui se forme n'est pas au chômage, parce que se former est une activité socialement utile, tout comme se soigner est une activité socialement utile. Et il est normal que celui qui se soigne ait un salaire, il serait normal que celui qui se forme ait un salaire, et non pas une allocation au chômage. Ça change tout. Ça change tout, et tous les pays qui le font, les pays nordiques, ont des taux de chômage beaucoup plus bas. Donc on voit très bien, et à cela s'ajoute évidemment la réduction du coût du travail. Moi je suis pour, cette commission l'avait dit, et je l'ai redit publiquement et en privé, je suis pour la TVA sociale. Il faut réduire le coût du travail. Alors, il faut réduire les charges sociales. C'est pas la direction dans laquelle semble s'engager ce gouvernement qui alourdit à nouveau les charges. Il faut réduire les charges. Alors, est-ce qu'on compense... Ce sont vos amis pourtant qui font ça. Ce sont mes amis, et je suis quelqu'un de libre et qui dit... Vous êtes, comme on dit, un vieil ami de François Hollande. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai eu le privilège de travailler avec lui. Mais ça fait au moins 140 ans. Oui, il ne vous écoute pas toujours, puisqu'apparemment, sur les charges sociales sur le travail, ils ont tendance à les alourdir et non pas à les alléger. Vous verrez. J'ai eu le privilège en effet de le découvrir et de l'emmener avec moi à l'Élysée en 1981, donc il est rentré à l'Élysée en 80. Et j'ai eu le privilège de travailler avec lui très bien et de rester très, très proche. Réduire les charges sociales, c'est fondamental. Est-ce qu'on va les compenser par une augmentation de la TVA qui va s'appliquer normalement si on ne change pas en mois d'octobre? C'est le programme de Sarkozy que vous êtes en train de nous... Non, c'est le programme de notre commission. Non, pas du tout. C'est le programme de notre commission que l'ancien président n'a pas appliqué. Moi, quand je l'ai rencontré juste à la fin de son mandat et qu'il m'a dit qu'il allait mettre ça dans son programme, je lui ai dit, mais pourquoi tu l'as pas appliqué tout de suite? Si tu l'avais fait tout de suite, il se trouve que je le tutoyais, si tu l'avais fait tout de suite, on n'en serait pas là. Bon, et en particulier les mesures les plus courageuses. Il l'a pas fait, c'est bon. Est-ce que la réduction... Vous vous souvenez que Fabius avait dit que la TVA sociale risquait d'être introduite avant les élections législatives de 2007 et qu'à l'époque, la gauche protestait en disant que c'était une mesure antisociale. Aujourd'hui, il est ministre des Affaires étrangères, donc il y a une certaine cohérence. Comme vous savez, il y a une discussion à l'intérieur de la gauche là-dessus. Je pense que la discussion, faut la désanecdotiser, si je peux me permettre. D'abord, la réduction des charges sociales est absolument nécessaire. En allemand, TVA sociale, ça se dit dévaluation fiscale. Ce qui est le mot exact, c'est une dévaluation fiscale. Donc, réduire les charges, ça réduit. Est-ce qu'on le compense par une hausse de la TVA, qui est en effet un impôt injuste, et qui, dans notre esprit de cette commission, n'avait de sens que si on réformait l'impôt sur le revenu pour augmenter l'impôt sur les successions, pour augmenter l'impôt sur le capital acquis, et pour réduire l'impôt sur le capital créé. Donc, tout ça forme un tout. C'est pour ça qu'on avait dit, ces propositions n'ont de sens que si elles sont prises globalement. Donc, augmenter la TVA est une des solutions. À mon avis, c'est la bonne, à condition qu'on réduit l'égalité, on améliore l'égalité ou on réduit les inégalités par la transformation de l'impôt sur le revenu. Si on ne veut pas faire ça, on le fera par l'augmentation de la CSG, qui, à mon avis, est moins bonne en termes sociaux, parce que ça touche vraiment tout le monde. Donc, tout de même, enfin, Brice, pour une fois, d'ailleurs, n'avait pas tout à fait tort. Quand il disait, c'est pour le taquiner. Non, mais quand il disait quand même que oui, ce que vous dites et ce que prépare le nouveau gouvernement n'est pas tout à fait la même chose. Vous avez quand même noté aussi que l'économiste Christian Saint-Etienne a quitté le Conseil d'analyse économique au mois là, il y a quelques jours, en jugeant que les réformes sociales et fiscales d'inspiration keynésienne engagées par la France nous discréditaient aux yeux de nos voisins européens. J'aime beaucoup Christian Saint-Etienne. Je trouve que c'est quelqu'un de tout à fait respectable. Je trouve qu'il est parti un peu tôt, parce que il aurait pu au moins attendre le budget de 2013, qui est quand même la clé de le moment de vérité. Et je pense que le budget 2013 sera un budget sérieux. Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement et vous voyez que je ne suis pas d'accord avec eux sur certains points. En tout cas, je discute et je donne mon point de vue très, très librement. Je pense que ce pays a toutes ses chances, à condition de saisir l'extraordinairement brève fenêtre d'opportunité qui est cet été, pour réformer massivement dans l'esprit de ce travail considérable que nous avons mené avec toute la société française, puisqu'on a des milliers d'auditions et ce rapport unanime mérite aujourd'hui d'être pris en considération. Donc cela veut dire, et pour faire réponse à aussi des réactions que je vois sur ce Twitter que vous affectionnez, Jacques Attali, est-ce que du coup la question du rôle de l'État dans la relance de la croissance est donc pour vous totalement centrale et essentielle? Je reprends la question qu'un auditeur pose. La question est-elle de savoir quel rôle doit jouer l'État dans la relance de la croissance? Oui, c'est très important. L'État doit jouer un rôle de plus en plus grand, mais pas un rôle... Et en main, vous dites, vous soutenez ce gouvernement tout en gardant votre liberté. Quels moyens vous avez de faire passer les idées qui étaient déjà les vôtres à l'époque du rapport Attali?
On sait que ce rapport Attali, malgré tout, était en partie enterré par le gouvernement précédent. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il ne sera pas enterré également par le gouvernement actuel? J'en sais rien. Jacques Attali. Le gouvernement précédent a appliqué une partie, je l'ai cité Quel tout à l'heure. pourcentage Je pense qu'on peut dire qu'il a appliqué entre le tiers et la moitié, ce qui est déjà pas si mal. Mais c'est encore une fois la partie droite du rapport. Je ne parle jamais de mes conversations privées avec les uns et les autres. Vous n'avez qu'un pouvoir d'influence. C'est tout, aucun. C'est seulement le pouvoir que vous me donnez en m'invitant et que j'ai en écrivant et que j'ai en rencontrant les uns et les autres, aucun autre. Agnès Benassi-Kéré. Oui, j'aurais voulu peut-être aborder le sujet européen. Donc, commencer, on est au bord du gouffre aujourd'hui. Si vous pouviez faire valoir votre pouvoir d'influence à Bruxelles, en outre de Paris, quelles seraient les choses à faire d'urgence, à faire à moyen terme? Quelle est votre vision de l'Europe dans 5 ans? Premièrement, si nous n'arrivons pas, disons dans 5 ans, mais je pense que c'est dans 5 mois, à avoir un vrai mouvement vers l'Europe fédérale, l'euro va disparaître. Et ce qui fait qu'il n'a pas encore... Ça fait longtemps que vous le dites, quand je même. dis ça. Alors, il n'est toujours pas disparu. Non. Vous savez, j'ai dit en décembre, si on n'intervient pas avant Noël, voilà. L'euro disparaîtra. Le 23 décembre, la Banque centrale est intervenue. Donc il y a eu une intervention juste avant Noël. Et aujourd'hui, c'est le même problème. La Banque centrale a donné de l'argent, c'est-à-dire du temps. Mais elle ne remplace pas l'action des États. Nous savions, quand on a dessiné l'Europe de Maastricht, moi, j'ai la gentillesse de citer mes livres, j'ai écrit en 98, si l'Europe n'est pas fédérale en 2010, l'euro disparaîtra. Bon. Et c'était évident. Donc, pour répondre à votre question, je dirais qu'il faut les choses suivantes. Il faut premièrement avoir un regard de construction fédérale entre les pays de l'eurozone. L'Union européenne, ça n'est pas possible. C'est une zone de droit commun, ça ne peut pas être un espace d'intégration, parce que seuls les pays qui ont une monnaie commune ont des raisons de s'intégrer. Donc, la première chose à faire, c'est d'utiliser une des salles du Parlement européen pour réunir de façon régulière les parlementaires européens, membres élus par les pays de l'eurozone. Créer de facto un Parlement de l'eurozone. Que ce Parlement contrôle, et il n'y a pas besoin de traité nouveau. Il se réunit, soit on fait un hémicycle, enfin rien à construire, il y a assez de salles à Bruxelles et à Strasbourg. On fait un Parlement. Ce Parlement contrôle l'Eurogroupe, dont le président est actuellement M. Juncker et qui pourrait être un Allemand un peu plus tard. Ça donne une vraie légitimité à ce gouvernement économique de l'Union. Ce gouvernement économique, à ce moment-là, prend le pouvoir, non pas de nous imposer notre budget, de savoir si on va dépenser pour telle route à Rodez ou tel hôpital à Lille, mais de nous dire, vous avez un déficit que vous avez dit que vous allez fixer à 3% fin 2013, démontrez-nous que vous le faites vraiment. Mettons ensemble nos budgets pour être sûr qu'on le fait tous vraiment. C'est tout, rien de plus. C'est ce que j'appellerais, moi, la souveraineté solidaire. La souveraineté solidaire. Et ceci mis en place, après, on peut tout décliner. Qu'est-ce qu'on décline? On décline la surveillance par la Banque centrale, on décline la transformation, c'est technique, mais du Trésor européen, le MES, en banque. Et pour ça, il faut lui donner les moyens d'avoir des collatéraux pour pouvoir avoir de l'argent de la Banque centrale. C'est assez technique, mais c'est vraiment la discussion qu'il va y avoir aujourd'hui. Mais ce qui est absurde, c'est qu'on a aujourd'hui un sommet à 27. On n'a pas besoin des 27 aujourd'hui autour de la table. C'est une absurdité. Avoir les Anglais autour de la table qui vont tout faire pour empêcher que ça marche, ça n'a aucun sens. Il faudrait surtout un sommet des 17, peut-être avec la Pologne, parce que la Pologne dit je vais rentrer dans l'euro. Mais surtout pas. Il faudrait surtout pas un sommet des 27 aujourd'hui. Donc voilà, c'est comme ça. Et vous m'avez demandé l'architecture, c'est celle-là. Les eurobonds, ça viendra en bout de course. Les project bonds, ils sont déjà là. L'augmentation du capital de la BEI, elle est là, mais elle est fictive aussi longtemps que la BEI n'accepte pas une baisse de son triple A. Parce que tant que la BEI ne veut pas baisser son triple A, elle n'investira pas dans les pays qui n'ont pas de triple A, puisqu'elle n'est pas sûre d'être remboursée. Et donc, la BEI ne sert à rien. Et depuis d'ailleurs 3 ans, les investissements de la BEI plongent, parce qu'il n'y a pas ce risque qui est pris. Il faut le prendre. C'est une question de croissance. C'est une question de financement des réseaux dont je parlais tout à l'heure. Et puis, il faut mettre en commun des régulations. S'il n'y a pas de réseau de télécom en Europe aujourd'hui, c'est pas tellement qu'il n'y a pas d'argent, c'est parce qu'il y a 27 régulateurs qui changent d'avis toutes les semaines. Chacun. 27 incertitudes. Comment voulez-vous qu'on ait quelque chose qui fonctionne? Alors qu'aux États-Unis, il y a un seul régulateur et qui a fixé des règles pour 10 ans. Comment voulez-vous que les gens investissent quand ils ne savent pas comment va bouger la loi? Du coup, on n'est pas très loin, peut-être, Jacques Attali, de ce qu'écrivait Jean Gadret, Florence Jannick Catry, Dominique Méda dans Le Monde du 15 juin, en disant « Le manque de croissance n'explique nullement la crise liée à la démesure de la finance dérégulée et des inégalités, c'est la validité des croyances qu'il nous faut réinterroger. »
Je ne sais pas qui a écrit ça, ça dépend du contexte, parce que la phrase telle que c'est ce que je fais. Il faut y croire. Non, mais est-ce que c'est pas une question de croyance vous parlez de solidarité, par exemple, souveraineté solidaire. Est-ce que ça n'est pas plus de la politique que de l'économie? Oui, bien sûr. Au lieu du mot croissance, de croyance, je dirais le mot projet. Si on a une vision commune, un projet, les Américains, ils ont un rêve américain. Nous, est-ce qu'on a un rêve européen? Non, il existe encore, mais pendant des années, tous les hommes politiques de gauche et de droite ont considéré que l'Europe était le responsable de tous les problèmes et que la solution venait d'eux, et que l'Europe était un empêcheur. Alors que c'est exactement le contraire. Il faut réinstaurer l'Europe comme la solution. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit bien dans la discussion actuelle. Beaucoup de gens commencent à comprendre que l'Europe n'est pas le problème, quelle est la solution. Et c'est ça qu'il faut remettre. Et évidemment, dans ce cas-là, il faut une Europe politique. Une Europe politique avec une armée. Enfin, au bout de la route, c'est mettre en commun nos systèmes militaires, mettre en commun... La question de la défense. Évidemment. Une toute petite question, Agnès Benassi-Carré, une fois arrivé au coup d'œil de Thomas Cluzel. Je vais revenir à l'eurozone fédérale. Moi, je trouve ça très bien, mais on ne peut quand même pas occulter le fait que dans une eurozone fédérale, la France pourrait être mise en minorité sur un projet de budget, sur un projet de réforme. Et donc, c'est quand même... Enfin, il ne faut pas occulter cette chose-là. Non, absolument pas. Absolument pas. L'Europe fédérale, ça ne veut pas dire que l'échelon supérieur décide de ce qu'on fait à l'intérieur. S'il ne peut pas, il n'a pas de... Comme c'est aujourd'hui le cas, il n'a pas de pouvoir. Attendez. Non, c'est là qu'il faut sortir de ce fantasme. Qu'est-ce qu'il s'agit de mettre en commun? Il s'agit de mettre en commun les moyens de faire des choses ensemble, pas ce qu'on fait chez nous. La seule chose qu'une Europe fédérale contrôlera chez nous, c'est que si on a fixé, fin 2013, d'atteindre 3% de déficit, l'Europe nous dira, vous devez le faire. Et si vous ne le faites pas... Elle lui dit déjà. C'est le traité de Maastricht. C'est donc rien de plus que d'appliquer le traité de Maastricht, en effet. Vous le ferez. Et donc, elle ne nous imposera pas encore une fois, de faire pas la route à Rodez ou l'hôpital à Lille. Ou d'allonger l'âge de la retraite à 65 ou 67 ans, comme chez les confrères. Non, elle nous dira, financez-le. Financez-le. Si vous êtes capable de le financer, faites-le. Mais si vous ne le financez pas, faites-le pas. Donc, montez les impôts. Oui, montez vos impôts. Elle nous dira, montez vos impôts ou coupez vos dépenses. La seule chose que le fédéralisme impose, c'est le solde. Mais on ne nous impose ni le montant des dépenses, ni le montant des recettes, ni la nature des dépenses, ni la nature des recettes. Faut quand même. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales dépendent de l'État. L'État leur impose pas la nature de ses dépenses. L'État leur impose simplement d'être en équilibre. La fédération pourrait s'intéresser à la croissance, et de même que l'État français pourrait s'intéresser au niveau des impôts dans les collectivités locales. Et en effet, bien sûr, mais aussi l'État peut. Et j'insiste beaucoup sur la conditionnalité démographique du fédéralisme. Parce que si on nous dit, par exemple, il faut augmenter l'âge de la retraite, il faut réduire les dépenses sociales. Mais si c'est pour arriver à une démographie comme les autres pays européens, non merci. Non merci. C'est au contraire, nous avons à imposer. Alors Jacques Attali, vous êtes notre invité ce matin jusqu'à 9h dans les matins de France Culture. Vous venez justement, il n'y a aucun livre à vendre, rien de particulier. C'est justement parce qu'au contraire, notamment, on sait que en 2008, vous avez présidé la commission pour la libération de la croissance française avec un rapport notamment remis à Nicolas Sarkozy. On sait aussi que vous avez, depuis bien longtemps, vous connaissez parfaitement de l'intérieur toutes ces questions de sommet, G7 et autres G avec autres numéros, avec été notamment le Sherpa de François Mitterrand. On sait également que vous avez depuis longtemps écrit et prophétisé que quand même cette crise dans laquelle nous allons nous installer, s'il n'y avait pas des mesures plus énergiques que celles que l'on ne voit pas aujourd'hui, eh bien évidemment les choses iraient peut-être de mal en pire. Enfin bref, nous avons envie de connaître un peu et savoir comment le président de l'organisation Planète Finance que vous êtes observe effectivement cette actualité, et puisqu'il la connaît aussi bien sûr de l'intérieur. Moi, j'ai envie de vous poser peut-être la question la plus simple qui soit au départ. Ce mot de croissance qui fait au fond référence à l'injonction biblique, presque à du croisser et multiplier, est revenu au goût du jour. On dit au fond que François Hollande l'a remise en selle avec notamment la campagne électorale, qu'il a fait en sorte qu'au fond l'Europe et les dirigeants européens s'emparent également de ce sujet. Mais enfin, que veut dire ce mot de croissance dans une période aussi troublée et aussi, si j'ose dire, décroissante que cette période de crise?
C'est une pensée magique. Cette période n'est pas une période de décroissance. Quand on regarde le monde dans son ensemble, le monde croît beaucoup, croît à 3, 3,5, 4% par an. Mais les autres Oui, les autres hors de l'OCDE, l'ensemble des pays développés, qui eux croient de moins en moins. Et d'ailleurs, nous croissons, de moins en moins depuis les années 70. De décennie en décennie, notre taux de croissance est de plus en plus bas. Ce qui est un peu normal quand on a atteint un tel niveau de développement qu'on croit et aussi parce que le problème n'est pas seulement de croître in abstracto, c'est de produire autrement. Ceux qui sont pour la croissance zéro, c'est idiot. C'est pas la croissance qui pollue, c'est la pollution. Donc ceux qui seront pour la croissance zéro ou pour la décroissance sont en fait pour la production zéro, ce qui est absurde. En fait, il faut réorienter la production, ce qui suppose des investissements structurants très forts. En Europe, on a besoin de réseaux d'énergie, de réseaux de télécom. Nous sommes à la veille d'une catastrophe de télécom en Europe parce que nos réseaux sont pas du tout au point. Donc, on a beaucoup besoin d'infrastructures, d'énergie et de télécom en particulier. Et ça, ce seront des facteurs structurants de croissance. Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on regarde, quel que soit l'angle sur lequel on le prend, aujourd'hui, l'Europe a besoin de se mettre en commun pour penser sa croissance. L'heure est aux mouvements continentaux. L'heure, au fond, est aux villes comme Singapour ou aux continents comme les États-Unis ou la Chine. Pas l'étage intermédiaire, ça ne marche pas. Mais comment concilie-t-on cette question, cette notion de, à la fois, il faut de la rigueur, certains en parlent en disant de l'austérité, et de la croissance? Mais parce que ça n'a absolument aucun rapport. Parce que ça n'a aucun rapport. C'est parce qu'on a longtemps laissé croire que le déficit était le seul facteur de croissance. Le FI n'a aucun rapport avec la croissance. Les facteurs de croissance, c'est la population, la disponibilité de l'épargne, le progrès technique et l'esprit d'entreprise. Alors, quand vous parliez tout à l'heure de l'injonction publique croître et multiplier, c'est un enjeu très important en Europe. Si on suit la politique allemande, en particulier la politique sociale allemande, on va avoir une décroissance de la population. Il ne faut surtout pas. Nous ne l'avons pas en France. Donc quand on parle, quand l'Allemagne dit il faut harmoniser nos politiques économiques et sociales, surtout pas harmoniser notre politique démographique avec la catastrophique politique démographique allemande. Au contraire, c'est à l'Allemagne à harmoniser sa politique et à donc dépenser plus. Donc quel que soit... Elle n'est pas partie pour. Hein. Oui, mais vous avez entendu le moi vivante. Hein, non, mais ça, c'est pas du tout pareil. C'est moi vivante ou peu importe sur le financement de la dette, ce n'est pas sur la croissance. L'Allemagne a besoin d'une politique démographique. La France a besoin d'une politique d'innovation industrielle, et c'est beaucoup plus important que la dette. Sur la dette, on est tous d'accord. En Europe, l'Allemagne a une dette publique égale à celle de la France, elle sait qu'il faut la réduire. La France a une dette publique excessive, elle sait qu'il faut la réduire. Tout le monde est d'accord. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait par ailleurs et comment on le fait. Aujourd'hui, on voit bien qu'un cas, et c'est le problème du temps, si les Européens ne mettent pas ensemble leurs moyens, ils n'arriveront à rien. Ce que je crains beaucoup, et je l'ai entendu dans quelques expressions peut-être tout à l'heure, ici ou là, et puis on le voit dans les journaux ces jours-ci, c'est de dire, oh là là, l'Allemagne a de l'argent, elle ne nous le prêtera que si on accepte un fédéralisme. C'est pas du tout le sujet. L'Allemagne n'a pas d'argent, et elle ne nous impose pas le fédéralisme. C'est à nous à le vouloir, le fédéralisme. Pourquoi le fédéralisme est essentiel? En tout cas, la souveraineté partagée ou la souveraineté solidaire, c'est tout à fait nécessaire parce que si on n'est pas ensemble, on n'a pas les moyens face au marché. Les besoins sont si grands que seuls ensemble on peut les avoir. L'Allemagne croulera sans ce partage, nous croulerons sans ce partage ou sans cette mise en commun. Nous avons 27 budgets militaires alors qu'il en faudrait qu'un seul, nous avons 27, etc., alors qu'un seul, on le ferait beaucoup mieux. Ce saut-là, il est absolument vital pour défendre notre souveraineté. Il ne s'agit pas de laisser les Allemands décider de notre retraite, ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit de laisser les Européens, tous ensemble, vérifier que chacun fait ce qu'il a dit qu'il allait faire, c'est tout. Alors, la question, encore une fois, de la croissance, comment quand même, une fois qu'on a dit qu'on voulait plus de croissance, comment fait-on devant la réalité des chiffres? Alors, il faut... le PIB français, de l'INSEE annonce mardi que le produit intérieur brut français devrait augmenter de 0,4% sur 2012. On n'est pas très loin d'ailleurs de ce qu'avait dit l'ancien gouvernement, 0,5%. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? C'est pas avec 0,4% qu'on doit faire grand chose, non, Jacques Attali? D'abord, on peut dépenser autrement.
J'ai souvent expliqué qu'avec le même budget, sauf quand on est évidemment dans des situations sociales difficiles, ce qui est le cas d'une grande partie des Français, mais en tout cas pour l'État, les collectivités locales, les entreprises, la Radio France, on peut avec le même budget faire mieux si on pense autrement et repense la dépense. Donc repenser la dépense, c'est pour les organisations, c'est très important parce que faut pas s'installer dans les situations acquises. Il y a des changements importants à faire. Bon. Deuxièmement, la croissance, je vous l'ai dit, c'est la démographie. Il faut une politique démographique et de ce point de vue en France on n'a pas de question, c'est pas discuté, elle existe, mais c'est le seul pays européen où elle existe et nous devons exiger de nos autres partenaires européens qu'ils ne nous demandent pas. C'est le point de départ vraiment de tout, c'est la question de la démographie. Mais une question fondamentale, s'il n'y a pas de démographie, comme il n'y a pas de démocratie, non mais les deux. On parle souvent de conditionnalité démocratique, il faut aujourd'hui imposer aussi une conditionnalité démographique. Deuxièmement, l'épargne. Il y a de l'épargne en Europe, donc c'est pas le sujet. Troisièmement, le progrès technique. Et là, ça pèse et ça pêche. Il n'y a pas assez d'innovation, en particulier dans le secteur privé, et il n'y a pas assez de mise en œuvre de grands projets. Je parlais tout à l'heure de 2 grands projets qui sont fondamentaux. Les grilles les réseaux d'interconnexion énergétique qui sont fondamentaux et les réseaux numériques. Nous étions en Europe en avance dans les années 90 en matière de réseaux numériques. Les États-Unis ont repris de l'avance, la Californie, c'est incroyable. Et ça, c'est le facteur de croissance de demain. Le désert digital doit être remplacé par une renaissance digitale en Europe. Ça, c'est le facteur majeur de la croissance. Et puis enfin, il faut avoir un esprit d'aventure, un esprit de mouvement. Il faut créer les conditions pour que socialement, il soit acceptable de changer de métier. Souvent, c'est ce qu'on a appelé la flexi-sécurité, que les Italiens viennent de décider, que la commission que j'ai présidée avait proposée, que le gouvernement précédent n'a pas appliqué. Il faut créer les conditions pour que changer de poste soit une aventure positive et non pas quelque chose qu'on refuse. Si les gens sont crispés dans un poste et n'acceptent pas de changer, il n'y aura jamais de croissance. On va mourir debout. On est en train de discuter de savoir s'il faut déplacer un siège dans le Titanic. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout le sujet. Il faut accepter et créer les conditions de l'acceptabilité, de la mobilité, de l'introduction du progrès technique, du changement, parce que c'est la condition de la survie. Le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, a annoncé mardi le gel de 1 milliard de dépenses, témoignant ainsi de la volonté du gouvernement de ne pas seulement compter sur des recettes de la fiscalité pour établir l'équilibre dans les finances publiques. Mais enfin, dans la commission que vous aviez présidée, Jacques Attali, vous aviez fixé l'objectif de 90 milliards d'euros d'économie. Oui. 1 milliard, c'est pas grand-chose. Mais d'abord, je regrette infiniment et je pense que vraiment la majorité précédente et le président de la République précédent porteront une responsabilité historique de ne pas avoir fait ce qu'ils devaient faire. D'autant plus que cette commission bipartisane rassemblant des gens de gauche et de droite avait proposé un plan détaillé, en effet, où nous proposions 90 milliards en 3 ans, donc 30 milliards par an d'économie. Et naturellement, c'est très simple. Quand vous avez des marches à monter, si les premières marches sont toutes petites, les autres doivent être plus grandes. Comme les gouvernements précédents n'ont absolument rien fait en matière d'économie, il faut en faire beaucoup plus aujourd'hui. Vous expliquez ça comment, cela dit, c'est quoi le manque de courage politique. La peur de l'impopularité. Exactement. Le manque de courage politique. Vous avez dit dans un tweet, puisque malgré tout ça marche un peu quand même ces nouvelles technologies, dans un tweet récent, vous avez dit il faudra que François Hollande prenne le risque provisoire d'être impopulaire sur ces questions-là. Je crois que la distinction entre un homme d'État et un homme politique, c'est qu'un homme d'État, c'est quelqu'un qui accepte d'être provisoirement impopulaire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'opinion publique, d'ailleurs, est beaucoup plus mûre que ne le croient les hommes politiques. L'opinion publique sait bien qu'il faut réduire les dépenses. Elle le voit bien dans leur vie privée, dans sa vie privée. Beaucoup de gens sont très endettés, ils ont bien compris ça. Il faut que l'État réduise ses dépenses autrement. Il faut trouver 10 milliards cette année, plus malheureusement en impôts qu'en économie, mais l'année prochaine, il faudra en trouver entre 35 et 40. Donc au moins la moitié en économie. Et ça, tout à l'heure vous avez parlé des intermittents du spectacle, et il faut se poser la question de savoir si on doit dépenser, si les salariés du secteur privé doivent dépenser 1,5 milliard pour 100 000 personnes. C'est un choix, mais dans ce cas-là, on le finance par l'impôt, et pas par le déficit. Jacques Attali, invité des matins de France Culture jusqu'à 8h45. Nous parlerons aussi donc de la question des entreprises tout à l'heure et des petites entreprises très inquiètes aujourd'hui, et ce sera le thème de la chronique de Brice Couturier. D'un mot tout de même, est-ce que tout est déjà au fond joué? Vous avez eu l'habitude, vous, d'organiser je ne sais combien de sommets quand vous étiez Sherpa. On dit souvent que tout est écrit à l'avance. Non, tout n'est pas écrit à l'avance. Absolument pas, les choses se jouent en même temps. À l'heure où nous parlons, vraiment rien n'est écrit. La question de savoir si nous ferons ce week-end
en Europe et aux États-Unis un saut fédéral est absolument vital parce que c'est un peu la dernière chance. On dit souvent la dernière chance, mais je pense on l'a beaucoup, on l'a dit un peu trop tout de même. Hein. Là, non, on est à la 12e fois qu'on oui, mais parce qu'on a encore des rustines possibles. La Banque centrale peut mettre de l'argent et permettre d'attendre. La Banque centrale met de l'argent et dit je vous donne un peu de temps. C'est normal qu'elle le fasse, sinon elle se suicide. Mais rien n'est décidé, rien n'est clair. Et vous avez tout à l'heure souligné l'extrême complexité des choses. Cette extrême complexité des solutions à 27 font qu'à 27, on ne décide rien. On ne décidera rien à 27. On ne peut décider qu'à 2 ou 3 ou 4 et ensuite faire avaliser les choses par là. Le fait qu'on n'ait pas de décision à 2 est inquiétant pour la suite. Union bancaire ou intégration politique d'abord? Lequel? Il faut les deux. On ne peut pas... L'intégration politique est d'abord démocratique. Moi, je pense que la seule solution raisonnable, c'est de créer un parlement de l'eurozone. L'eurozone est la seule entité qui a du sens, pas les 27, les 17, donc il faut un parlement de l'eurozone qui ne peut d'ailleurs être qu'une sorte de... Comme un Sénat? Non. Prenez les parlementaires du Parlement européen qui sont membres représentant les pays de l'eurozone, vous les mettez à part dans un hémicycle à part et vous avez une démocratie dans l'eurozone. À partir de là, vous pouvez décliner tout le reste, le budget fédéral, etc. 8h17, la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Avec une question, comment faire de la croissance sans déficit public et sans dévaluer? Et oui, parce que jusqu'à hier, quand on leur parlait de relance de la croissance, les dirigeants français répondaient relance, ça voulait dire déficit public et dévaluation de la monnaie. Or, effectivement, la dévaluation de la monnaie, c'est une voie qui est fermée depuis l'adoption d'une monnaie commune dont la direction a été confiée à une autorité indépendante. Quant au déficit, on les a tellement sollicités depuis le début de la crise que notre capacité d'endettement est probablement en train d'atteindre ses limites. Sans compter la vigilance renforcée de Bruxelles sur nos budgets nationaux, qui sera la contrepartie inévitable d'une forme de mutualisation des dettes, comme on l'a compris hier dans notre émission à Bruxelles. Alors voilà, il va falloir faire preuve d'imagination afin de relancer la croissance tout en réduisant les déficits et en remboursant les dettes accumulées. Or, le contexte est très défavorable. Dans un monde globalisé où même les émergents sont en train de marquer le pas, la France se distingue par une croissance qui n'a cessé de décroître comparativement aux autres pays de l'OCDE depuis une trentaine d'années. Rappelons que dans les années 60-70, nous affichions un des taux les plus élevés du monde, supérieur à celui des États-Unis. Dans les années 70, nous étions encore à la 14e place parmi les pays de l'OCDE avec une moyenne de 3% annuel. Dans les années 80, nous avons reculé à la 16e place, puis à la 18e dans les années 90 avec une croissance de 1,3% en moyenne. Et on peut le dire, depuis le milieu des années 90, nous sommes parmi les derniers de la classe OCDE, autour du 32e rang. Notre pays a pourtant des atouts connus, une forte productivité horaire du travail en particulier, mais celle-ci est le contre-coup d'une trop faible mobilisation de la main-d'œuvre, comme si seuls les plus productifs, les mieux formés avaient le droit de travailler dans notre pays. Notre taux d'emploi demeure inférieur à la moyenne, seuls 62% des 15-64 ans sont effectivement au boulot en France, contre 68% dans l'OCDE en moyenne. Nous travaillons trop peu, 1592 heures par an contre 1824 dans la moyenne OCDE. Notre capacité d'innovation est trop faible et nous consacrons trop peu de moyens à la recherche et au développement. On le sait, l'enseignement supérieur a été très longtemps négligé dans notre pays. Les charges sociales sont trop élevées, elles rendent la rentabilité des salariés peu qualifiés problématique, ce qui, conjugué avec un coût des licenciements imprévisible, décourage les embauches. Même l'Italie est en train de réformer son droit du travail dans le sens de plus de flexibilité. Enfin, il existe un certain nombre de verrous et de barrières qui sont censés protéger certaines corporations et professions qu'il conviendrait d'ouvrir à la concurrence. Le rapport Attali, qui listait 300 propositions pour débloquer la croissance, date de janvier 2008. Alors faut-il le réécrire entièrement en tenant compte de tout ce que la crise a détraqué chez nous? Ces préconisations sont-elles caduques? Je citerai un autre rapport, France 2030, signé par les économistes Benoît Cœuré et Vincent Schricky, qui listait 5 scénarios possibles pour la croissance française dans les 20 prochaines années. Dans le scénario dit noir, le taux de chômage se maintenait autour de 9%, on est déjà à 10%. Dans le meilleur des cas, celui-ci baissait à 4,5%. Alors, l'actualité, c'est que le gouvernement s'est réuni en séminaire cette semaine pour fixer les grandes orientations de la politique budgétaire pour 2013-2015 et elles tiennent en un mot. Gel pur et simple des dépenses de l'État pendant 3 ans, compte non tenu de l'inflation. C'est supposer que les taux d'intérêt réclamés par les marchés pour financer la dette, qui va donc s'accroître, resteront au niveau actuel.
En bon français de gauche, cela s'appelle une politique d'austérité, même si le mot n'est guère prononcé. Cette orientation vous paraît-elle, Jacques Attali, de nature à relancer une croissance qui s'essouffle? Et quels conseils donneriez-vous au gouvernement? De dépenses de plus en plus grandes. Il doit simplifier son administration, il doit simplifier sa réglementation, il doit regrouper les moyens. Par exemple, il ne peut pas y avoir de croissance du logement en France si l'État ne récupère pas le pouvoir sur le foncier qu'a les collectivités locales. Tant que les collectivités locales maîtrisent le foncier, il n'y aura pas de croissance du logement parce qu'il n'y aura pas d'espace disponible. Donc là, rôle accru de l'État. L'État doit reprendre la main. Reprendre la main, mais pas dépenser plus. Reprendre la main. Et vendre. Et ouvrir des espaces de logement, y compris évidemment surtout de logement social, parce que s'il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de logement social. Obliger les communes qui n'en veulent pas, en particulier à Paris, à autoriser des immeubles les infractions sont terribles à ce niveau-là. Plus d'étages, puisque s'il n'y a pas plus d'étages, il n'y a pas de logement, et le prix du logement ne va pas baisser. Tout ça, c'est des choses que seul l'État peut faire, parce que les collectivités locales ne décideront pas. Et moi, je crains beaucoup cela, surtout parce que nous sommes sortis, heureusement, des élections, que nous avons du temps devant nous, et donc le gouvernement peut se permettre d'être impopulaire. Mais chaque jour qui passe nous rapproche des élections locales et rend de plus en plus difficile de prendre des décisions impopulaires sur le terrain local. Je suis d'ailleurs pour le report des élections locales. Il y a toujours un horizon effectivement électoral qui complique quand même. Je pense que les élections locales devraient être reportées d'1 an. C'est pas remettre en cause la démocratie, mais je pense que si elles étaient reportées d'1 an, ça donnerait plus de temps au gouvernement pour travailler. Plusieurs points, plusieurs questions, Agnès Benassi-Carré. Oui, alors moi je suis une fan du rapport Attali et c'est quand même un peu une honte que ce soit l'Italie qui le mette en œuvre et pas la France. Il y a eu d'autres rapports qui ont été écrits de très grande qualité sur la relance de la croissance, sur la réforme du marché du travail. Dieu sait si vous l'avez entendu, pourtant les Verts n'est pas vu sur ce rapport. Attali tourne sa veste, Attali travaille pour Sarkozy. Attali... Bon, donc, mais les gens ont maintenant compris que c'était un rapport bipartisan et il n'y a plus de sujet là-dessus. Donc, du point de vue de l'expertise, je crois qu'il faudrait vraiment éviter de faire un nouveau rapport, que maintenant le sujet c'est la concertation sociale et dire que nos partenaires européens attendent du nouveau gouvernement des avancées dans le domaine des réformes structurelles. On ne peut pas faire de la croissance seulement avec de l'investissement d'avenir ou des project bonds. C'est important, mais ça n'est pas que ça. Il y a des réformes à faire sur le marché du travail, sur les professions fermées, les ouvrir. Et c'est vrai que dans l'équilibre européen, la France gagnerait beaucoup. C'est quoi une profession fermée? C'est une profession réglementée. C'est le cas des notaires, des pharmaciens, des taxis, des coiffeurs, tout un certain de professions qui évidemment ont un impact. Il y avait les taxis dans votre histoire qui étaient très impopulaires quand même là. Je ne l'ai pas relu ça là. Là encore, les taxis parisiens qui n'étaient pas très contents. Là encore, on avait beaucoup regardé cette question. Dans les taxis, il y a plusieurs catégories. Et notre rapport avait été établi en coopération avec ceux qui sont les plus exploités dans ce métier, c'est-à-dire ceux qui sont les salariés ou ceux qui détiennent des licences par prétérition qui leur sont données par des grandes compagnies, qui sont vraiment dans une situation d'exploitation épouvantable, et nous créons les conditions pour qu'ils puissent accéder à cette propriété de la licence. Je crois que cette réforme reste évidemment d'actualité. Encore une fois, faut-il que les élus locaux aient le courage de la faire. Agnès, alors. Voilà, donc pour que la France fasse vraiment entendre ses idées sur la scène européenne, il est très important de donner des gages en matière donc de croissance en lançant des réformes sur ce terrain-là. De se tenir bien sûr à la discipline budgétaire, mais simultanément de faire ces réformes et de prendre position sur la question de l'union politique. Et à ce moment-là, si ces trois choses sont faites, la France ressortira grandie au niveau européen. Là, le problème aujourd'hui, c'est que nos partenaires nous regardent un peu avec une certaine condescendance. Il faut voir la presse, quand la presse parle de la France. La France, c'est le pays qui remet la retraite à 60 ans. Pour l'instant, c'est ça. Donc il faut... Même si ce n'est pas exact. Oui, bien sûr. Mais bon, vu de loin, c'est ça. C'est une restauration. Il faut dire aussi, dans ce sens, Jacques Attali. Dans ce sens que les autres pays qui nous regardent ainsi sont des pays qui se sont vus imposer les réformes de façon très humiliante. En Espagne, en Italie, en Grèce, au Portugal et en Allemagne aussi sont vus imposer les réformes de façon extrêmement brutale. Nous sommes encore dans la situation où personne ne nous impose les réformes et où on peut décider de façon libre, juste, solidaire et démocratique, ce que si nous ne faisons pas, on nous imposera dans moins de 2 ans de façon humiliante. De façon très humiliante. Et donc je pense que c'est important de le faire maintenant.
dans un contexte totalement démocratique, de consensus social. C'est très facile à faire. Il y a tous les instruments de la justice et de la réforme dans ce pays. Je suis d'ailleurs assez optimiste. Je pense que le Premier ministre, c'est un homme tout à fait remarquable, le ministre des Finances, le ministre du Budget, le ministre du Travail, tous ces gens sont tout à fait conscients de ces nécessités. Donc je suis assez optimiste sur l'évolution des choses. Brice Couturier. Une des choses qui nous manque par rapport à l'Allemagne et qui fait que l'Allemagne exporte et que l'Allemagne est une machine à produire formidable, c'est les PME, c'est le Mittelstand. Les PME allemandes sont grosses, elles sont intégrées à un tissu local. Elles exportent. Nous, nos PME disent qu'elles sont étranglées de charges sociales et que les projets du gouvernement actuel, que vous soutenez donc, vont aggraver cette situation. Qu'est-ce qu'on leur propose ? Les PME qui fêtent le 10e anniversaire de Planète PME, aujourd'hui, au Palais des Congrès à Paris, pour essayer de mettre en avant leurs atouts d'acteurs économiques. Encore une fois, quand vous dites d'une incidente que vous soutenez, je garde ma liberté d'esprit. J'ai voté à gauche, je voterai toute ma vie à gauche, je soutiens mes amis, je vais les aider autant que je peux par ma parole et par mes actes, mais je reste libre de ne pas être d'accord. Hein. Bon, en détail, en gros et en détail. Mais pour l'instant, je leur fais confiance et je pense qu'ils vont dans tout à fait la bonne direction. Vous avez cité ça. Je voudrais juste souligner qu'on dit toujours la France c'est moins bien que l'Allemagne sur ce terrain. D'abord, la France c'est mieux que l'Allemagne sur beaucoup de terrains. La démographie, je l'ai cité. La dette, ils ne sont pas mieux. Leurs banques sont dans une situation catastrophique. Et même sur le sujet que vous avez dit, c'est-à-dire les PME, non pas que nous soyons mieux que l'Allemagne, ce n'est pas le cas, mais il y a un autre modèle qui est très intéressant. C'est l'Italie. Peu de gens savent que l'Italie a une balance des paiements excédentaires, quand nous avons une balance des paiements déficitaire, que l'industrie italienne est très florissante et que les PME italiennes, en particulier évidemment celles de l'Italie du Nord, sont des champions. Donc, faut pas dire « Ah, mais il faut prendre le modèle allemand ». Non, si ce modèle allemand nous plaît pas, parce qu'on n'aime pas trop ce modèle-là pour des tas de raisons historiques et culturelles, prenons le modèle de l'Italie du Nord, qui est un modèle formidable, où vous avez des PME fantastiques qui sont numéro 1 mondiaux, mondiaux, je crois qu'on dit mondiaux et pas mondial, dans beaucoup de secteurs. C'est du capitalisme familial. Voilà. Mais on n'a pas. On a aussi moins parce que la législation est ainsi faite, parce que les successions étaient difficiles, parce que... mais une des vraies raisons pour laquelle on n'a pas ce capitalisme en question dont vous parlez, ou cette économie-là, ça rejoint la réforme des régions. Parce que si vous avez une autorité régionale forte, elle peut dialoguer avec des entreprises régionales. Ce qui se fait en Lombardie ou en Vénétie, ou ce qui se fait en Allemagne, en Bavière. Tandis que si vous avez un pouvoir local totalement émietté, il n'y a personne pour dialoguer. Donc il faut un État ou une collectivité territoriale à la hauteur de l'entreprise. L'État, en France, est si puissant que nous avons des très grandes entreprises mondiales. On est numéro 1 mondial dans un très grand nombre de secteurs qui dépendent de l'État. L'eau, les transports, le nucléaire, l'énergie, la défense. On est numéro 1 mondial parce qu'il y a un dialogue avec l'État. Nous n'avons pas, pour les entreprises de taille moyenne, le dialogue avec la collectivité régionale. Et donc, si on avait tous les moyens régionaux fusionnés, comme ça devrait être, comme c'est le cas de l'Italie et de l'Allemagne, on aurait des PME puissantes. En liaison avec les universités, les centres laboratoires de recherche, avec des spécialisations régionales, etc. Mais il n'y a pratiquement plus de banques en France qui ont leur siège ailleurs qu'à Paris. C'est une folie. Il y a plus de sociétés de développement régional, ça n'existe plus. Il y a beaucoup trop de chambres de commerce, beaucoup trop d'instances différentes. Enfin, nous avions fait cette liste, plus d'un millier d'offices d'HLM. C'est une folie tout ça. Il faut regrouper tout ça, avoir une force de frappe, comme on doit le faire à l'échelle européenne. Pour regrouper ce qui doit l'être, il faut le faire à l'échelle des collectivités territoriales. Brice Couturier. Et qu'est-ce que vous avez comme moyen, comme levier